Salut à tous, bonsoir et bienvenue dans le 19h30. Le suspense à Ouagadougou, 24 heures après le jour du scrutin. La mission d'observation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a fait un bilan satisfaisant en ce qui concerne les conditions de déroulement du processus. Le chef de la mission a adressé d'ores et déjà ses vives félicitations aux autorités burkinabées pour tous les efforts consentis afin que tout se passe comme il se doit. Et puis, renouvellement de bail à la tête du syndicat des travailleurs de la Bank of Africa. C'est Euras Dagossou, le secrétaire général sortant, qui s'est vu porter à nouveau par ses pairs afin de poursuivre l'œuvre entamée. C'était au thème d'un congrès ordinaire qui s'est tenu le week-end dernier. Enfin, emploi des jeunes et développement des énergies propres. Plan Bénin. Faites d'une pierre deux coups. 200 hommes et femmes seront sélectionnés, formés dans les départements du Mono, du Koufou, du Zou et des collines. Au maniement des panneaux solaires, des kits leur seront remis au thème de la formation pour faciliter leur insertion professionnelle. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à nouveau et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous arrivez au bon moment. Hier, 22 novembre, les Burkinabés étaient appelés aux urnes dans le cadre du double scrutin présidentiel et législatif. 24 heures après le vote, la mission d'observation de la CEDEAO était en audience au cabinet du président de la République. Le chef de la mission a adressé à l'occasion ses félicitations aux autorités en place pour la bonne organisation du scrutin. Au thème de l'audience, le chef de la mission s'est confié à la presse. On l'écoute au micro de Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouen. Effectivement, nous avons eu le privilège d'être reçus par son Excellence le Président de la République. Au nom de la mission de la CEDEAO, nous lui avons transmis à lui, au peuple burkinabé, nos sincères félicitations pour la qualité avec laquelle ces élections se sont déroulées sur le plan pacifique, sur le plan de la campagne, sur le plan également des débats. Mais nous avons surtout relevé qu'il y avait un grand consensus qui avait été préparé ici entre la classe politique depuis plus d'un an, ce qui a permis de poser des jalons qui ont abouti tout le long du processus à faire en sorte qu'il n'y ait pas de vagues que nous avons eu à regretter. Donc nous avons demandé également que nous souhaitons que ce climat de paix continue et que tous les acteurs soient tenus par le même engagement du pacte politique qu'ils ont signé, à savoir se tenir prêts jusqu'à ce que ce soit les instances chargées de la proclamation des résultats qui achevaient leur travail. Je dois vous avouer deux inquiétudes. La première, c'est que le long du territoire, qu'il n'y ait pas d'attaque. Fort heureusement, aucune attaque n'a été dénombrée, n'a été relevée. Deuxièmement, il y a quelques zones où le vote n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu des menaces. Le fait que la classe politique s'était entendue au départ pour l'exclusion d'une partie de ces zones est un élément qui nous rassure sur l'acceptabilité de ces résultats. Mais le processus lui-même, les bureaux que nous avons visités ont tous connu une pratique ordinaire. Il y a eu quelques retards par-ci, par-là, quelques problèmes logistiques, mais au fur et à mesure de la journée, ces problèmes ont été résolus. Nous avons aussi noté une bonne participation, un soutien actif de la société civile, des femmes, des jeunes, à tous les niveaux qui, dans les centres qu'ils ont mis en place, on peut relever les éléments au fur et à mesure, les communiquer à la CENI qui elle-même n'a pas manqué de réagir progressivement. Et ceci a participé d'une bonne solution progressive de toutes les difficultés. Dans n'importe quelle élection, il peut y avoir des petites difficultés, mais au fur et à mesure, toutes ces difficultés, en tout cas dans leur grande majorité, ont été résolues. Les dépouillements ont commencé sur l'ensemble du territoire. Nous avons déployé, nous, de la CEDEAO, des observateurs dans les 13 régions et les résultats qui nous parviennent font savoir que non seulement ils ont participé au scrutin, mais également au dépouillement. Donc nous sommes rassurés qu'au fur et à mesure que les choses vont continuer aujourd'hui, eh bien, nous aurons la chance d'avoir des résultats qui rendront compte du verdict réel, c'est-à-dire le vote des Burkinabés. Justement, le suspense est à son paroxysme. Les regards sont tournés vers les instances chargées de la proclamation des résultats après la journée du vote. Le dépouillement a démarré dans la soirée du dimanche. C'est une phase très importante dans le processus, une phase également suivie de près par les observateurs de la CEDEAO, le chef de la mission et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité veillent au gré à ce niveau-là également afin que tout se passe comme cela se doit. Je vous propose de suivre leurs appréciations.
Nous sommes extrêmement soulagés d'avoir participé vraiment à cette opération de dépouillement dans ce bureau de vote, dans ce centre où toutes les opérations sont déroulées de manière pacifique. Les délégués, les participants nous ont dit qu'il n'y a eu aucune difficulté. Mieux, le dépouillement s'est passé en public, comme il est recommandé. Toutes les étapes ont été respectées. Nous avons constaté en moyenne que le taux de participation varie entre 30 et 40%. Alors nous espérons que ça va continuer comme ça. La bonne nouvelle que nous avons aussi, c'est que nous n'avons eu aucune indication qu'il y ait eu quelque chose de négatif, d'attaque, de perturbation sur l'ensemble du territoire national jusqu'à présent. Et nous osons espérer vraiment que les dispositions sécuritaires qui ont été prises ont bien fonctionné et que le peuple burkinabé, en tout cas ceux des électeurs qui sont mobilisés, ont pu exercer leurs droits, leurs devoirs, vraiment sans rencontrer aucune difficulté. Donc au nom de la CEDEAO, nous voudrons déjà pour cette première étape exprimer notre soulagement, remercier les acteurs électoraux, les agents de sécurité et appeler tout un chacun à continuer le dépouillement jusqu'à ce que tout soit fait dans les règles de l'art et que par la suite les différents acteurs suivent les dispositions du pacte de bonne conduite qu'ils ont signé. En tout cas, ce sera le Burkina qui aura gagné. Retour au Bénin et la tournée du chef de l'État dans les communes. À l'étape d'Assa-Zoumé dans le département du Zou, le président de la République a échangé avec les populations sur plusieurs sujets. Alain Orola, ministre porte-parole du gouvernement, nous fait le point ici. Le président, avec une énergie égale à celle des premiers jours, a partagé avec les populations des localités visitées les résultats de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement de manière plus pointue, à croire que les populations qui accueillent maintenant s'inspirent de ce qui s'est passé ailleurs pour être un peu plus exigeantes dans les sollicitations, dans les doléances et qui marquent une connaissance de plus en plus étendue des acquis donc, du programme d'action du gouvernement. Le président de la République, en bon pédagogue, a partagé avec ces populations les acquis, les constats, mais surtout la méthode. La méthode, c'est-à-dire un programme ambitieux pour remettre notre pays à niveau, des efforts demandés, des efforts consentis, des efforts qui permettent à notre pays de financer ces différents programmes, ces différents projets qui commencent à voir le jour en étant disciplinés, non seulement dans la gestion de nos ressources, de nos maigres ressources qui étaient gaspillées par le passé. Le président de la République a parlé une fois de plus de pagaille, en menant une lutte acharnée contre la corruption et l'impunité. Ce sont là les moteurs qui nous permettent de conserver les ressources et de les consacrer aux projets structurants qui nous permettent d'être autonomes ou presque autonomes en matière énergétique et d'entreprendre les grands projets d'eau. Pour ce qui concerne ce département des collines, parce que je crois que c'est le premier fléau, c'est un département qui a été longtemps frappé par cette cécité et les édiles des différentes villes parcourues ont reconnu spontanément les efforts qui ont été faits pour que cette eau qui a tant manqué ici commence à poindre et soit en passe d'être généralisée et de parvenir à toutes les populations. Une région agricole, donc il a été question de la révolution qui est opérée en matière d'agriculture. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture est natif de la région. Nous sommes premiers en matière de culture du coton. Nous sommes deuxième dans l'UEMOA en matière de vivrier. L'ambitieux programme du gouvernement qui va permettre à notre pays d'atteindre la production de 1000 tonnes de riz d'ici quelques années et surtout le gros projet d'Anacadier qui a été ébauché à Bassila, dont on a parlé en Bantais et qui intéresse évidemment les populations de Savalou, les populations de Ouessé, les populations de Glazoué et naturellement les populations de Dassa.
Genre et leadership féminin, Christelle Hundongo honorée par le Grand Prix international de l'économie sociale, solidaire et innovante connu sous le nom Success Story Awards pour l'édition 2020. La directrice de l'administration du Parti Union progressiste a remporté le prix de la meilleure femme d'impact et d'exception en politique, prix reçu au cours d'une soirée de gala organisée au Bénin Royal Hôtel de Cotonou. Voici les précisions dans ce compte-rendu de Narcisse Alossé. D'impact et d'exception, secteur politique de l'année. Christelle Hundongo. Devant une assistance composée d'hommes et de femmes d'obédiences diverses, Christelle Hundongo touche le Graal. Le prix de la meilleure femme d'impact et d'exception en politique, à elle attribué par Success Stories Award dans son édition 2020. Merci à ma famille qui a toujours été à mes côtés. À tout moment, je voudrais aussi dire merci à une seconde famille que j'ai. Je voudrais dire merci à la famille Aliosa, Gilles Aliosa, mon compagnon de tous les jours. Je voudrais te dire merci. Mais surtout, je voudrais dire merci à tous mes camarades politiques de ces 15 dernières années. Et plus spécifiquement, je voudrais dire toute ma gratitude à mes camarades de ces 2 dernières années. Merci pour la confiance, merci pour l'accompagnement. C'est à vous de dire au président de l'Union progressiste, au bureau politique de l'Union progressiste, à la direction exécutive nationale, à tous les militants et militantes de l'Union progressiste, que je leur dis ma gratitude pour la confiance placée à ma modeste personne. Cette distinction est attribuée suite à une étude d'impact basée sur le sondage dans la société et le travail a été fait sur une trentaine de nominés. Celle qui occupe actuellement le poste de directrice de l'administration du Parti Union progressiste voit ainsi couronner de succès ses nombreuses actions faites sur les plans politiques et social. Des actions qui lui ont valu de très bonnes notes de la part du jury. Je voudrais avoir une pensée pour toutes ces femmes qui ont été à la tâche, pour la femme béninoise, pour la femme africaine et pour la femme du monde. La femme béninoise engagée en politique, la femme béninoise engagée dans le secteur de la santé, la femme béninoise engagée dans le secteur de l'économie, dans le secteur agricole, dans le secteur du sport, de la culture, de l'éducation et j'en passe. J'ai accepté cette distinction pour rendre hommage à la femme au travail, la femme engagée à la tâche accomplie jusqu'au bout. Cerise sur le gâteau, la lauréate a été désignée comme marraine de l'édition à venir pour ce Grand Prix international de l'économie sociale, solidaire et innovante. Un prix qui chaque année met en lumière le palmarès de la femme noire, femme de pouvoir, référence d'une génération de combattants. Avec toutes les femmes autour d'elle. Voilà, et puis un mérite peut en cacher un autre. Les travailleurs de la Bank of Africa étaient cette fin de semaine en congrès électif. Il s'agit pour les congressistes de procéder au renouvellement de l'équipe à la tête du syndicat des travailleurs de la banque. Et à l'arrivée, l'équipe dirigée par le secrétaire général Euras Tagossou a été reconduite. Wahab Ali Kwara et Der Ronkwevi. C'est un moment de démocratie pour les travailleurs de la BOA Bénin, invités ce 21 novembre à procéder à la mise en place d'une nouvelle équipe de direction et d'orientation de l'action syndicale. Euras Tagossou, élu en novembre 2017, rempile. Il est d'ailleurs plébiscité à la tête du Centra BOA au regard de son dynamisme et de l'impact des fruits de ses combats sur ses camarades. Le congrès qui s'ouvre ce jour s'ouvre avec un Centra rassemblé, plus ancré dans les valeurs fondatrices, celles de la solidarité, de la fraternité de ses membres. Cela a été le déterminant des actions du bureau depuis le dernier congrès de 2017. Ce congrès marque également la fin du mandat qui a mis le dialogue au cœur de notre activité syndicale. L'occasion nous est offerte de restituer notre activité syndicale, mais aussi de mettre en lumière nos réalisations pour le mieux-être du personnel. Nous pouvons citer l'augmentation annuelle des salaires, l'augmentation générale liée à la révision de la convention collective, le paiement de la gratification complémentaire au mois de décembre, l'amélioration des assistances sociales, l'indemnité de fin de carrière qui est portée à 12 mois de salaire brut, la tournée dans les agences, un cadre de dialogue permanent que nous avons mis en place avec l'employeur
et la consolidation de nos acquis. C'est unanimement que les actions entreprises durant le mandat 2017-2020 ont été reconnues comme porteuses d'espoir et d'épanouissement pour le personnel. La direction générale s'en félicite, la fêtière aussi. Nous sommes convaincus, chers membres du bureau syndical, que votre équipe a travaillé dans une ambiance globalement apaisée. Bien entendu, il y a parfois quelques incompréhensions, mais à chaque fois, des solutions ont été trouvées, non seulement grâce à l'attachement des leaders à la cause générale, mais également grâce à la disponibilité et à la bonne écoute de la direction générale de BOA Bénin. Le congrès, il est électif. Et je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt pour vous demander, pour rendre hommage ici à un homme, le camarade Eraste Agossou, que j'ai vu. Merci. Et à son bureau, je les ai vus à l'œuvre. Je les ai vus à l'œuvre. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut paraître curieux, mais j'ai appris beaucoup d'eux. Parce que, voyez-vous, le secteur dans lequel ils évoluent en tant que responsables syndicaux est un secteur privé. Et quand les gens ont le courage de faire et d'accomplir ce qu'ils ont accompli, je crois que nous devons le reconnaître. D'accomplir ça avec tous les risques, mais en faisant en sorte que le syndicaliste apparaisse dans une entreprise comme la BOA Bénin comme un partenaire valable, compétent, crédible. Je pense que nous avons besoin de les applaudir encore plus longtemps. Eraste Agossou est donc reconduit pour un mandat de 3 ans à la tête du Centra BOA. La dynamique et la démocratie continuent, promet-il, et l'engagement pour la défense des intérêts moraux des travailleurs ne faiblira pas. Les femmes béninoises, membres de la Fédération internationale des femmes et professionnelles BPW International, étaient en assemblée générale ordinaire ce week-end à Cotonou. Il s'agit d'une rencontre statutaire de leur organisation, une occasion saisie par le bureau exécutif pour faire le bilan des activités menées au cours de cette année 2020 et se projeter sur l'avenir. Les travaux se sont déroulés au CODIAM de Cotonou. Le nouveau bureau a été élu à l'Assemblée générale élective de décembre 2019 et nous venons de faire 1 an. Donc il faut que nous venions rendre compte à nos membres de ce que nous avons pu faire tout au long de l'année écoulée. Nous avons fait des programmations. Donc à cause du coronavirus, nous n'avons pas totalement mis en œuvre nos activités. Mais nous avons fait 2 choses très importantes. Nous avons pu organiser la cérémonie de présentation des vœux qui se fait au sein de BPW, que nous appelons la cérémonie des bougies, qui permet à BPW, aux membres BPW de se souhaiter les vœux en début d'année. Donc nous avons eu la chance de réaliser cette activité avant le confinement. Ensuite, cette année 2020 a consacré les 90 ans de BPW International. Et normalement, cet anniversaire devait être célébré à Orlando, aux États-Unis. Et ça allait nous permettre de nous rendre là-bas et de nous réjouir avec nos amis BPW du monde entier. Nous avons pu réaliser également cette activité en fêtant entre nous en août dernier lors du déconfinement. Donc cette année 2021, par la grâce de Dieu, nous prévoyons organiser un dîner de gala pour fêter le 17e anniversaire de notre organisation. Donc les recettes collectées au cours de ce dîner, nous allons faire d'autres levées de fonds pour pouvoir construire un dortoir pour le centre, les filles du centre des aveugles de Segbeya. Voilà, un mot de décentralisation. Les communes de Waké et Basila ont reçu le préfet du département de la Donga. La descente de l'autorité préfectorale dans ces 2 villes s'inscrit dans le cadre de sa tournée statutaire au titre de l'année 2020. Le préfet est allé échanger avec les conseillers communaux et les membres des organisations de la société civile sur des sujets de développement. Abdou Sabi Idrissou Abdou Rafouyaya était dans la délégation. Voici le reportage. C'est par la commune de Waké que le préfet de la Donga
a décidé d'entamer sa tournée statutaire dans les 4 communes placées sous sa tutelle. Entouré des membres de la conférence administrative départementale, Eliassou Biao Aïné est ici pour réévaluer les activités communales au titre de l'exercice 2020 et ce conformément à l'article du décret 2002-376 du 22 août 2002 portant organisation et fonctionnement de l'administration départementale. La tournée du préfet est une occasion foraine de discuter des sujets importants de la commune, oui, du département. Les échanges de ce jour mettront l'accent sur la protection de l'arbre à carité et l'interdiction de l'utilisation des sachets non biodégradables. Le choix de ces 2 thèmes au cours de sa tournée statutaire se justifie par certaines actions humaines qui menacent l'écosystème, mettant ainsi en danger la vie des populations. La biosphère est sérieusement menacée par nos activités de tous les jours et nous ne devons pas rester inactifs. Vous n'êtes pas sans savoir que le karité est un arbre producteur de richesse. Un tour aux alentours de nos maisons donnera raison quant au tas d'immondices constitués de sachets non biodégradables. En plus de ces 2 thématiques amplement discutées, d'autres sujets d'intérêt collectif ont été abordés au cours de cette rencontre. Une rencontre qui a permis au maire de formuler quelques doléances pour le rayonnement de sa commune. Il s'agit essentiellement de la construction du marché de Kassouala dont les études de faisabilité sont presque bouclées, de l'asphaltage de certaines rues, notamment la rue de l'Unité. Au 2e jour de sa tournée, c'est la commune de Basila qui l'accueille. Ici, tout comme à l'étape précédente, les débats ont essentiellement tourné autour de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables et l'abattage abusif des arbres à karité. Il faut le rappeler, ces thèmes sont d'une très grande importance et la commune de Basila se reconnaît dans la pertinence des effets recherchés par la préfecture en instaurant ou en proposant ces thèmes à débat. À travers ces 2 thèmes, le préfet procède ainsi à une sensibilisation plus accrue pour la protection de la biosphère. Le tableau n'est pas reluisant dans le département de la Donga et la séance de ce jour se veut une occasion de sensibilisation plus accrue pour une prise de conscience collective afin d'éviter les revers de nos activités économiques. À Waké, tout comme à Basila, le préfet a pu passer en revue les réformes politiques et institutionnelles du gouvernement ainsi que ses réalisations pour révéler le Bénin. Vive le Bénin émergent. 4000 foyers démunis des zones rurales ont désormais gratuitement accès à une vingtaine de chaînes de télévision numérique. C'est à travers le projet Accès à la télévision satellite pour 200 villages au Bénin, fruit de la coopération sino-béninoise. Le projet est arrivé à terme. La cérémonie de remise et de clôture du dit projet a eu lieu vendredi dernier à Vacon, l'un des villages bénéficiaires, en présence de l'ambassadeur de la Chine près le Bénin. Reportage. Paraphe et échange de documents. Voilà qui marque la remise et la clôture officielle du projet Accès à la télévision satellite dans 200 villages au Bénin. Un projet initié par le gouvernement chinois et lancé depuis l'année dernière avec comme objectif de permettre aux familles des zones rurales d'accéder gratuitement à un signal numérique offrant des images de haute qualité et des programmes riches qui leur ouvrent une fenêtre sur le monde extérieur. Ce projet d'accès aux télévisions satellites à 200 villages fait bénéficier plus de 4000 de familles béninoises et couvrir presque 600 000 habitants. Et ce projet-là fait partie aussi d'un projet général en Afrique. Accès aux télévisions satellites pour 10 000 villages africains. Ça fait partie plutôt des résultats de coopération sino-africaine dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine.
Cette cérémonie de remise et de clôture du projet, ici à Vacon, l'un des villages bénéficiaires, a été l'occasion pour les autorités politico-administratives à divers niveaux d'exprimer leur gratitude à la Chine. En prélude à la signature, ce vendredi 20 novembre 2020, de l'acte de remise et de réception du projet, une mission conjointe a été déployée dans un échantillon représentatif des localités ciblées en vue de constater l'effectivité de l'installation des équipements, de recenser les difficultés éventuelles et d'écouter les doléances des bénéficiaires. Cette mission a été menée conformément aux engagements pris par nos deux pays. Il ressort du rapport qui nous a été soumis à l'issue de cette mission que le projet Accès à la télévision par satellite pour 200 villages du Bénin est une réalité dans les localités ciblées. Je saisis donc cette occasion pour exprimer ma gratitude au président de la République populaire de Chine, son Excellence M. Xi Jinping, et au président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, pour leur convergence de vision pour la réalisation de ce projet. En venant à Vacon, l'ambassadeur de Chine n'est pas venu les mains vides. Il a offert un important lot de kits scolaires aux apprenants de l'école primaire publique de Vacon, ainsi que 2000 masques et 80 flacons de gel hydroalcoolique à la mairie d'Apromisriti. Voilà. Et maintenant, hommage et honneur à Claude Kamenga, représentant résident de l'UNICEF au Bénin en fin de mission. Il a été honoré par des autorités en charge de l'éducation au Bénin. C'est à travers un dîner en signe de reconnaissance pour les actions menées par lui à la tête de l'UNICEF au profit des enfants du Bénin. C'est ce vendredi 20 novembre à Cotonou. Teddy Goudalo et Narcisse Alossé pour les détails. C'est un dîner plutôt singulier qu'ont organisé les trois autres des ministères en charge de l'éducation pour dire au revoir à Claude Kamenga, représentant résident de l'UNICEF au Bénin en fin de mission. Selon les autorités ministérielles, de septembre 2016 à novembre 2020, l'homme a su impacter et défendre les droits des enfants sur tous les plans. Je voudrais vous dire combien la communauté éducative béninoise est très élogieuse à votre égard. Elle se félicite de votre importante contribution pour la promotion de l'éducation et le rayonnement de notre système éducatif. Monsieur le représentant résident, chef de file des PTF, après plusieurs années passées à la tête de l'UNICEF dans notre pays, pendant lesquelles vous avez impacté le secteur de l'éducation, il serait fastidieux de chercher à établir un bilan exhaustif de votre mission au Bénin. Sous l'égide de Claude Kamenga, plusieurs actions sont intervenues au profit du système éducatif béninois. Il s'agit entre autres du renforcement du dialogue social au sein des acteurs du secteur, la coordination des efforts de mobilisation des ressources de partenariat mondial pour l'éducation et bien d'autres actions jugées pertinentes. Nous sommes tous très satisfaits de savoir que 51% d'écoles du Bénin bénéficient d'une cantine scolaire. Je dois dire que je quitte le Bénin avec un sentiment de satisfaction. Satisfaction d'être en mesure de dire qu'il y a eu beaucoup de progrès en ce qui concerne l'avancement des droits des enfants ici au Bénin pendant les dernières années. Je voudrais prendre ce moment pour remercier le gouvernement du Bénin pour un environnement et un climat de travail qui nous a permis de nous acquitter de notre mission en toute sérénité. Ce qui est marquant, c'est qu'il dit qu'il va œuvrer à ce que ce qui est semé se renforce. Il a reconnu tous les efforts du gouvernement. Il a reconnu l'identité du Bénin à travers les nombreux chantiers de réforme. Il y a de quoi qu'on s'estime heureux et qu'on se donne encore des efforts pour aller de loin. La collaboration entre les trois ministres de l'enseignement avec la personne de Claude Kamenga s'arrête donc ici. Mais la bonne marche des affaires entre l'UNICEF et le Bénin se poursuit au profit des enfants pour leur épanouissement.
Plan international Bénin lance la formation de 200 jeunes hommes et femmes dans le domaine de l'énergie solaire. Les bénéficiaires seront sélectionnés dans les départements du Mono, du Koufo, du Zou et des Collines. À la fin de leur formation, ces jeunes recevront gratuitement des kits de maintenance afin de démarrer leur insertion professionnelle. Le projet est dénommé Shine. Il est entièrement financé par Mika Fondation et sera exécuté en partenariat avec l'ONG Bewa. Un atelier a été organisé à Boycon et consacre le lancement des différentes activités du projet. Imet Hélène Amoussou. 18 mois pour former dans le domaine de l'énergie solaire 200 jeunes hommes et femmes des départements du Mono, Koufo, du Zou et des Collines. Le projet est dénommé « Construire le futur dans le secteur de l'énergie solaire Shines ». Il s'appuie sur les opportunités d'emploi actuelles du secteur. Sa mise en œuvre va améliorer l'accès à l'emploi et permettre une insertion professionnelle des bénéficiaires. Ce projet est l'aboutissement d'un long processus et réjouit plus d'un, principalement le représentant résident de Plan International Bénin, l'organisation qui porte le projet. C'est vraiment un projet qui permet de relever le défi du développement économique local en ayant les jeunes au centre. Et donc aussi, ça pourrait éventuellement favoriser la création d'emplois ou encore de micro-entreprises dans des services d'installation ou encore même de maintenance en énergie. Cet atelier consacre le lancement du projet. Il a été l'occasion pour les différentes parties prenantes de finaliser les documents du cadre de suivi, ceux relatifs au contrat de performance, au budget, ainsi que le plan détaillé de sa mise en œuvre. Shines va non seulement former les jeunes, mais également les initier à l'entrepreneuriat. Des stages, activités de coaching et de mentorat sont aussi prévus. Le projet prévoit l'appui en équipement aux 200 jeunes qui vont être formés pour leur installation. Et en plus de cela, 100 jeunes seront identifiés pour bénéficier de demi-bourses. Après la formation, les kits qui seront mis à leur disposition vont leur permettre de s'installer et déjà de pouvoir renforcer leur capacité économique. Le projet prévoit également la formation des jeunes sur la méthodologie des groupes d'épargne. Déjà l'identification des jeunes filles et des jeunes garçons, on doit être très ingénieux en ne mettant pas 100 jeunes dans des petits villages qui sont proches les uns des autres, mais en faisant une pré-répartition de ces jeunes-là sur toutes les zones d'intervention du projet. C'est un projet qui règle premièrement la question d'équité genre. Aujourd'hui, même pour le gouvernement, il y a question de tout faire pour régler le problème de genre au niveau des métiers qui sont dits d'hommes, notamment les métiers du secteur de l'énergie. Dans ce projet, sur la maintenance et l'installation des panneaux solaires, initié par Plan Bénin, vient à point nommé pour régler un tant soit peu ce problème d'équité genre. Évalué pour un montant total d'environ 250 millions de francs CFA, le projet est entièrement financé par Mika Foundation. Plan International Bénin, pour sa mise en œuvre, va s'appuyer sur l'ONG Bewa. Les formations prévues à cet effet vont se dérouler dans 4 centres de formation professionnelle. Ces derniers, à l'exception de celui d'Aboumé, vont bénéficier d'appui en équipement adéquat. En bref, de 2000 à 2020, cela fait maintenant 2 décennies que la 33e promotion des sages-femmes d'État du Bénin est au charbon. 20 ans après, elle se retrouve déjà pour bénir le ciel qui a permis que tout ce qui a pu se faire pendant tout ce temps où elle était au service de la mère et de l'enfant puisse se faire. Une eucharistie a été dite à l'occasion au Chant d'Oiseaux de Cotonou avant les festivités proprement dites. Voilà, enfin, ils sont présents dans certains moments de la vie et vous aident à surmonter plusieurs situations difficiles. Les assistants sociaux sont des professionnels que l'on rencontre souvent dans les centres de promotion sociale. Ils ont l'oreille attentive à nombre de problèmes dont le viol, l'enfance difficile, l'insertion professionnelle des démunis. Les accompagnements qu'ils proposent peuvent être financiers, psychologiques ou sanitaires et même moraux. Qu'est-ce qu'un assistant social et quel est son rôle? Le sujet a intéressé notre équipe du bureau régional de Boycon.
Présents généralement dans les centres de promotion sociale et autres services compétents, ils sont appelés à aider tout individu confronté à des sujets de vie délicats ou situations de vie difficiles. L'assistant social est un professionnel ayant étudié les sciences sociales. Selon l'organisation du service public, c'est la personne indiquée pour non seulement aider, mais conseiller les membres d'une communauté. Un assistant social, comme le nom le dit, c'est quelqu'un qui assiste des personnes en situation difficile et qui est à leur côté, qui est à leur écoute. Des gens qui sont sans voix, l'assistant social devient leur porte-parole. Il leur passe sa voix pour qu'ils puissent vraiment, que les gens puissent les écouter, les entendre. L'assistant social sur le terrain, de façon regroupée, nous pouvons dire qu'il assure le bien-être psychosocial de la population. Dans l'exercice de ces fonctions, l'assistant social côtoie au quotidien plusieurs types d'usagers clients, handicapés, personnes du troisième âge, orphelins, enfants vulnérables et autres. Chacun de ces individus sollicite l'assistance d'un professionnel selon le type de problème ou le niveau de gravité de sa situation. Il sera alors écouté, rassuré ou orienté. Dans ces conditions, l'assistant social fait aussi appel à la collaboration du demandeur pour l'élaboration d'un plan spécifique d'accompagnement. Les données d'un usager sont protégées parce que c'est la vie de l'usager qui est retracée là. Donc les usagers qui visitent les centres de promotion sociale doivent se sentir à l'aise. Il y a des qualités qu'on attend vraiment d'un assistant social. Et au nom de ces qualités, il y a le respect de la dignité de tout usager qui vient se présenter à nos services. C'est de les aimer, c'est de leur redonner vraiment l'affection qu'ils ont perdue dans leur milieu protecteur. C'est de les accompagner, c'est de les encourager, c'est de les aider à prendre des décisions pour sortir aussi de leur situation. Nous essayons de l'écouter, de nous entretenir avec l'usager, de savoir faire le diagnostic et de savoir quel plan d'action, plan d'accompagnement mettre en place pour pouvoir lui permettre de se retrouver par rapport à la situation dans laquelle il se retrouve. Dans son rôle d'aide et de conseil, l'assistant social reçoit chaque jour plusieurs catégories d'usagers clients. Les problèmes enregistrés et qui sont plus récurrents sont ceux ayant trait aux violences basées sur le genre, à l'enfance difficile, le viol, l'insertion professionnelle des jeunes démunis et autres. La résolution des situations posées requiert quelquefois la mise sur pied de procédures judiciaires. Quand nous prenons les cas de violence basés sur le genre, nous avons des cas de récidivistes ou bien des cas que les auteurs qu'on nous invitons qui refusent de venir se présenter au CPS pour qu'on ait une vision claire de la situation présentée par l'usager. Les plaintes sont multiples. Soit c'est des cas d'enlèvement, de séquestration et de viol sur mineurs, soit les cas de mariage précoce ou forcé, et les cas aussi de déplacement, de traite des enfants. Mais ce qui est récurrent aujourd'hui, c'est l'abandon de charge. Le couple a 3, 4, 5 enfants et pour des raisons données, l'homme abandonne la femme avec les enfants, va s'installer ailleurs et prendre d'autres femmes et continuer sa vie. Il arrive des fois où on se sent menacé. Je prends un cas de viol, un monsieur de 40 ans ou 50 ans qui viole un enfant de 6 ans ou bien de 7 ans. Quand vous commencez la procédure, c'est des interventions par-ci, par-là. Les gens disent « Ah, c'est ce monsieur-là, il va te tuer ». Il arrive des fois où, pour des raisons données, la victime ou les parents de la victime disent « Ah, pourquoi on ne dise pas dans la famille, c'est telle personne qui a enfermé telle personne, ainsi de suite ». Là, des fois, les gens demandent qu'on annule certaines procédures. Mais toujours dit qu'il y a des cas qu'on peut ne pas poursuivre. Mais il y a des cas, qu'on le veuille ou non, nous-mêmes, on est liés, on est tenus. Parce que si on ne le fait pas, ça peut se retourner contre soi. Outre les domaines précités, l'assistant social intervient aussi dans les problèmes personnels de bonne nutrition des nouveau-nés ou encore la gestion des sujets relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Voilà, donc nous en tout cas on est tenus de vous servir, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité renouvelée à Canal 3.